Je demande un peu de silence. On va démarrer ce conseil municipal que je déclare ouvert. Faire lecture des pouvoirs. Donc nous avons un pouvoir de Beñat Bioro pour Émilie Dutoya et d'Eneko Chouchperelli pour Benjamin Drey. Et Benjamin, voilà. Esther. Quand il arrivera, il aura le pouvoir d'Eneko Chouchperelli. Il va avoir un peu de retard, je pense. Je désigne secrétaire de séance. On va demander de changer. On va changer. Donc, ce sera Jean-Michel Dirassard. Voilà. Et il est très content. Allez, on passe aux affaires générales. L'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er avril 2026. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce procès-verbal, pardon? Oui, monsieur Poulot. J'ai une petite question sur le point 4 du conseil municipal et le point 5. Quand vous dites que la commission d'appel d'offres est identique dans les deux cas, est-ce que les membres sont identiques ou est-ce que c'est la composition? Parce que si c'est les membres, il faut qu'on change en membres. Vous avez changé en membre entre les deux. On regarde ça. C'est un point de détail. À part ça, il n'y a pas de problème. Ouais, on fera le changement, pas la composition. Pas d'autres remarques? Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. On passe au point 2. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. La délégation octroyée m'a permis de signer un bail avec la pharmacie du port pour mettre à disposition les locaux du Boléro, dont la commune est locataire pendant la durée des travaux. Pas de remarques, pas d'observation? Oui. On votera contre parce qu'on est contre ce projet. Après, on n'est pas contre le fait que vous ayez signé, mais on votera contre. Vous êtes contre un projet de pôle santé en centre-ville? Oui, de la maison de santé à cet endroit. Voilà. Mais vous êtes contre le projet d'un pôle santé en centre-ville? Non, on est à cet endroit. Merci. À cet endroit, au-dessus de la pharmacie. D'accord. Il pourrait y avoir d'autres endroits sur lesquels on pourrait être d'accord. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est comme ça. On est d'accord. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Et donc, il n'y a pas de vote. On prend acte. Oui. On passe au point 3. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Conformément à l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois de son installation. Vous avez été destinataire d'un projet de règlement qui a pour base le règlement du mandat précédent auquel nous avons apporté quelques allègements de forme et quelques ajouts sur des points désormais prévus par la réglementation. Ce règlement reprend pour beaucoup des dispositions réglementaires. Pardon. Il y a des remarques, des observations par rapport à ce règlement. Oui. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Fagé, vous avez la parole. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui, je voudrais prendre la parole par rapport à cette délibération. Lors du dernier conseil municipal, j'avais fait une remarque dont vous avez tenu compte. Je regrette aujourd'hui que dans les nouvelles dispositions que nous allons adopter, le nombre des commissions municipales n'est pas prévu et que également le nombre de ses membres n'est pas prévu. Il me semble que vous refusez l'idée que l'opposition soit représentée par un membre et un suppléant, ce qui nous permettrait d'être toujours représenté, ce qui assurerait la représentativité de toutes les tendances du Conseil. Et je le regrette profondément parce que j'estime que ce n'est pas une position d'ouverture démocratique, mais plutôt une volonté de limiter les droits de l'opposition, ce que je regrette. Et c'est ce que je voulais faire remarquer aujourd'hui. Bien. Je vais répondre à la question sur le nombre et la composition des commissions. Donc, il n'est pas obligatoire de l'inscrire dans un règlement, c'est ce qu'on a souhaité pour avoir un peu plus de souplesse. Et de toute façon, dans le point suivant, vous allez voir le nombre de commissions et la composition de ces commissions. Pour ce qui est
de la dernière partie de votre intervention sur le fait c'est-à-dire qu'on ne laisserait pas la place à l'opposition ou qu'on bafouerait des fondements démocratiques. Je pense que vous allez un peu fort quand même. L'opposition sera représentée sur l'ensemble des commissions. Je rappelle aussi que si vous avez bien vu ce règlement, il y a des nouveaux dispositifs, des dispositions qui aujourd'hui doivent s'appliquer et qu'on appliquera sur Cibourg, entre autres la visioconférence. C'est-à-dire que s'il y a des élus qui ne peuvent pas être présents lors de ces commissions-là, eh bien, il y aura des systèmes de visioconférence qui seront mis en place. Au-delà de ça, je rappelle que les commissions sont des commissions de travail, d'avis. On ne décide pas dans les commissions. La seule entité décisionnaire, c'est le conseil municipal, et vous y êtes membre, et l'ensemble de l'opposition est représenté. Il y a aussi des comptes rendus de ces commissions. Donc, si un élu, que ce soit de la majorité de l'opposition, ne peut pas être présent, il y a des comptes rendus, des retours. Et puis, après, on va se dire la vérité. On est quand même une petite commune, une commune moyenne. Les élus, on se croise régulièrement entre nous. Et s'il y a des remarques à faire, ici, tout le monde a le numéro de tout le monde. Et l'opposition a mon numéro. Donc, s'il y a des choses à voir aussi en direct, comme je lui avais dit lors du précédent mandat, ma porte du bureau est ouverte, donc ça, il n'y a aucun souci. Et je rappelle aussi que sur l'ensemble des syndicats aussi, nous avons laissé la place aussi à l'opposition, ce qui n'était pas le cas dans des mandats précédents. Et au dernier comité syndical de la baie de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, l'opposition a été représentée dans la commission générale, avec une place de titulaire et de suppléant aussi. Donc voilà, ne dire qu'on ne laisse pas la place à l'opposition, je pense que c'est un peu fort de café. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord sur le nombre, voilà, c'est notre décision. On en a discuté longuement avec M. Poulou, je lui ai expliqué mes raisons, nos raisons, l'idée étant de composer des équipes restreintes, serrées, parce qu'un mandat c'est long, c'est 6 ans voire 7 ans pour ce mandat-là. Donc l'idée, pour nous, c'est de diminuer le nombre de commissions dans lesquelles les élus devaient siéger, pour au moins assurer que sur les commissions dans lesquelles ils siégeraient, ils pourraient vraiment suivre la totalité du mandat. Parce qu'on peut voir dans différentes collectivités qu'au fur et à mesure des années du mandat, avec les différents instances et commissions peuvent aussi s'étioler. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Et oui, et on me rappelle, et juste une précision aussi, une proposition de modification du règlement sur la page 4, article 2, si je ne me trompe pas, donc sur le vote du budget. Donc, il y a eu un changement de formule. La formule actuelle était le délai de convocation est fixé à 5 jours francs et à 12 jours pour le vote du budget. Et on propose de rester sur la réglementation classique. C'est-à-dire le délai de convocation est fixé à 5 jours francs et les documents du budget seront envoyés 12 jours francs avant la séance. Voilà. Parfait, ça nous va. Voilà. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à la création des commissions municipales et à l'élection des membres. Je vous propose maintenant de créer des commissions municipales comme le permet l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales. Ces commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Je propose la constitution de 5 commissions: éducation, enfants, jeunesse et politique linguistique, finances et personnel communal, culture, patrimoine, vie associative et sport, urbanisme, travaux et ports, et environnement. Elles seront composées chacune de 6 membres, 5 conseillers du groupe Cibourg-Loubissy 2026 et 1 conseiller du groupe Cibourg-Rocker. Je vous propose de passer au vote pour valider la création des commissions. S'il y a des remarques ou des observations avant. La seule remarque, et je m'en étais ouvert auprès de monsieur le maire, c'était qu'effectivement, vous n'avez pas mentionné le sport dans les commissions. Et donc, je m'en étais ouvert, on a discuté très rapidement. Moi, je pensais que c'était bien de pouvoir le rajouter, même s'il y a un adjoint au sport. En commission, ce serait bien de pouvoir en parler, parce qu'on ne peut pas le mettre dans la vie associative. Et on ne peut pas le mettre dans la jeunesse, parce qu'il y a aussi des seniors qui font du sport. Voilà. Si vous m'avez bien écouté, à l'oral, j'ai rajouté le sport. Ah, à l'oral. Voilà. Excusez-moi. Vous
Vous l'avez mis où alors? Donc, ce qu'on a toujours fait, c'est que le volet sportif est plutôt lié au monde associatif sur Cibourg, parce que c'est surtout le tissu associatif qui gère le sport, je dirais. Donc, la commission serait culture, patrimoine, vie associative et sport. Ok. Sachant qu'il y a un délégué au sport qui est là, Oui. Sylvain Ruiz. Et donc, s'il y avait, Un il y adjoint, avait un doute, excusez-moi. il siégera à cette commission. Et ce n'est pas un adjoint, c'est un délégué. Donc, on passe au vote pour les commissions. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et maintenant, on va passer à la composition. Donc, maintenant que les commissions ont été constituées, nous pouvons en élire les membres. Nous allons procéder commission par commission. Je vais indiquer les membres de la majorité qui composeront chaque commission. Et j'invite le groupe Cibourg au cœur à préciser l'élu qui souhaite désigner. Je vous propose aussi, si ça convient à tout le monde, qu'on vote à la fin de tout à main levée et un peu à bulletin secret. On va gagner du temps. Personne n'est contre? On est d'accord. Allez, on y va. Éducation, enfants, jeunesse et politique linguistique. Donc pour la majorité, ça sera Leila Larassa, Sabrina Berrouette, Florence Crépin, Benjamin Drain et Eneko Chuchperegui et Tchepale. Ce sera à Panchika Akala. Finances et personnel communal. Pour le groupe Ciboulou-Bissi 2026, ça sera Julie Bergala, Mouchko Arismendi, Leila Larassa, Sylvain Ruiz, Frédéric Vaillant. Dominique Nouveau. Culture, patrimoine, vie associative et sport, Émilie Dutoya, Sylvain Ruiz, Maïté Saint-Sébastien, Florence Crépin, Benjamin Médrin pour le groupe majoritaire. Et pour nous, Vincent Fagé. Urbanisme, travaux et ports, pour la majorité, Antoine Billotte, Jean-Pierre Lehmann, Marion Duprat, Pierre Bologne et Jean-Baptiste Iriarte. Jean-Louis Poulou. Et pour la dernière commission, environnement, Jean-Michel Dirassar, Marion Duprat, Eneko Chuchperegui et Tchepale, Pierre Bologne et Livia Lascano-Tegui pour le groupe majoritaire. Pour Cibourg au cœur, Thierry Payès. On a bien pris note, donc on va formaliser cette constitution par un vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point 5, plage de Sokoa, convention pour le remboursement des frais de surveillance de la plage de Sokoa-Unchin, année 2026. Les frais liés à la surveillance de la plage de Sokoa sont pris en charge par la commune de Cibourg. Cette convention permet d'en prévoir le remboursement total par le syndicat intercommunal de la basse-vallée de l'Unchin. Il y a des questions ou des remarques, il n'y en a pas, c'est une délibération annuelle qu'on passe à chaque fois. On passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 6, station classée de tourisme, financement des animations, convention de mutualisation avec l'Office de tourisme Pays Basque. Suite à une décision prise par son comité de direction en décembre 2024, l'Office de tourisme peut désormais apporter un soutien financier aux animations d'une commune, station classée, soit par un financement direct des frais liés à la communication des événements, soit par la mise en disposition de moyens humains et techniques. La commune de Cibourg a obtenu le classement station de tourisme pour une durée de 12 ans au mois de mars 2025. Elle pourra donc bénéficier d'un financement par l'Office de tourisme à hauteur de 44 638,15 € pour 2026. L'Office a décidé de dédier une enveloppe de 300 000 € pour le financement de ces animations. Cette enveloppe est répartie entre les stations classées en fonction du poids de la taxe de séjour de chaque commune. La signature d'une convention est nécessaire. Nous avions déjà bénéficié d'une aide similaire en 2025, mais uniquement sur la moitié de l'année pour une somme de 25 000 €. Un peu plus de 25 000 €. Il y a des remarques ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et on passe aux affaires financières. Adoption du règlement budgétaire et financier. Rapporteur est Madame Bergala. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, adoption du règlement budgétaire et financier. Le référentiel et comptable M57 en vigueur sur la commune depuis le 1er janvier 2023 impose d'établir un règlement budgétaire et financier. Ce règlement a pour vocation à regrouper dans un document unique les règles fondamentales qui s'appliquent aux acteurs de la collectivité en matière de gestion budgétaire et comptable. Il est soumis à l'approbation du conseil municipal. Avez-vous des questions ? Alors, le compte de gestion établi par le receveur du Trésor public recense l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2024.
Ce compte de gestion doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal. Il convient de souligner que ce compte de gestion est en tout point conforme au compte administratif. Avez-vous des questions ? Merci. Donc, il s'agit de l'exécution du budget de l'exercice précédent par recette. Et j'aurais aimé que dans la section investissement, Madame, détail de recettes restant à réaliser N-1, vous indiquez la somme totale de 418 489,32 répartie entre deux articles pour respectivement 137 242,68 et 281 246,64. Je sais que ce sont des opérations sous mandat, Madame, mais en l'espèce, à quoi correspondent ces articles et quelles sont les sommes qui y sont associées ? Si vous voulez, on peut revenir tout à l'heure, parce que là, on parle du compte administratif, ça c'est juste le compte de gestion. Oui, oui. Donc, on fera tout en même temps alors ? On fera tout en même temps, Ok. parce que le compte de gestion, c'est juste acté C'est que vrai, le... c'est plus gros que... C'est juste acté que ce qu'on a D'accord. présenté est conforme et que le Trésorier public a bien validé notre budget. C'est juste une formalité. Le vrai débat sur le compte administratif viendra juste sur le point suivant, si vous voulez. Et en plus, je pense qu'il n'y a même pas de vote sur ce volet-là. Voilà. Donc, on prend juste acte que le Trésorier public a confirmé notre budget. Allez. Et là, on passe au compte administratif 2025. Et il y a une petite présentation. Oui. Derrière. Donc, nous allons procéder à cette présentation du compte administratif, donc sur la base d'un diaporama. Et donc, il retrace l'ensemble des opérations relatives à l'exécution réelle du budget 2025. Donc, il s'agit d'un document fondamental qui permet de mesurer concrètement la mise en œuvre des orientations décidées en 2025. Et nous allons donc procéder à une présentation des grandes lignes. Donc, sur la diapo suivante, le budget principal. Ah, pardon. Voilà, celle-ci. Donc, vous avez sur cette première diapo les chiffres des résultats de l'exécution du budget 2025. L'exercice 2025 se clôt sur un résultat cumulé excédentaire de 1 017 000 €. Ce résultat est le signe d'une gestion équilibrée et rigoureuse qui traduit notre capacité à maîtriser les dépenses de fonctionnement, maintenir des recettes dynamiques, tout en soutenant un niveau d'investissement élevé. C'est donc un indicateur de solidité financière. Sur la diapo suivante, les recettes réelles de fonctionnement. Donc, elles s'élèvent à 9 515 400 et affichent un taux de réalisation de près de 106%. Donc, ça signifie une exécution budgétaire maîtrisée, une bonne anticipation avec des principaux postes de recettes qui sont d'abord la fiscalité locale, puis les dotations et participations et les produits de service. Donc la diapo suivante, toujours sur les recettes réelles de fonctionnement, donc les produits des impôts et taxes locales. Elles s'élèvent à environ 7 500 000, soit près de 80% des recettes réelles de fonctionnement. Vous avez ici le détail des recettes par type d'impôt. Donc la fiscalité locale constitue ainsi le socle de nos ressources, principalement à travers la taxe foncière sur le bâti, la taxe d'habitation résiduelle et les droits de mutation. Donc cela souligne l'importance de nos choix en matière de taux d'imposition fixés en 2025. Vous les avez en bas à droite. Sur la TH, 12,17%, taxe foncière bâtie 25,47 et non bâtie 23,77. Les taux d'imposition sont restés inchangés par rapport à 2024. C'est donc un choix de stabilité fiscale que nous avons assumé. Donc les recettes réelles toujours, dotation, subvention, participation, elles représentent 1 072 000, donc un peu plus de 11% des recettes totales de fonctionnement. Donc les dotations de l'État sont en baisse, moins 45 628 par rapport à 2024. En revanche, nous bénéficions d'un soutien important de la CAF, à hauteur de plus de 350 000 € en lien avec nos politiques enfance et jeunesse et des subventions complémentaires pour divers projets. Donc toutes ces ressources viennent utilement soutenir nos actions et compléter nos moyens propres.
La diapo suivante, toujours les recettes réelles de fonctionnement, mais cette fois les produits de service qui atteignent 710 257 €, soit un peu plus de 7% de nos recettes réelles. Donc ces produits de service traduisent l'activité de nos services municipaux, stationnement, accueil de loisirs, restauration scolaire, crèche, redevances et points de vente en saison estivale. Donc vous avez tout le détail des différents montants présentés sur la diapositive. À noter, vous le voyez, des recettes de stationnement qui sont dynamiques, liées à des choix d'organisation, l'extension de la zone de stationnement payant, mais aussi à des conditions favorables, la météo. Ces recettes reflètent donc directement le service rendu à la population. Alors, sur les autres produits et atténuations de charges, ils restent marginaux à 2% des recettes réelles de fonctionnement. Ils correspondent principalement aux loyers perçus, aux indemnités journalières versées par la CPM ou l'assurance du personnel. Donc, ces dépenses réelles atteignent 7 162 322 € et présentent un taux de réalisation de 97,10%. Donc, on peut dire que ça traduit une gestion prudente et un suivi attentif des crédits. Donc, sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc la deuxième ligne, les charges de personnel. Il s'agit du premier poste de dépense qui reflète le rôle central des agents dans le service public. Elle représente 4 450 000 €, soit 62% des dépenses réelles de fonctionnement, avec un taux de réalisation de 99,81%. Donc une prévision ici très précise. Les charges à caractère général. Donc, elles totalisent plus d'1 790 000 €, soit 25% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, ces charges couvrent toutes les dépenses courantes, énergie, entretien, fourniture, prestations de services, avec un taux de réalisation de 91,4%, ce qui montre là aussi un effort de maîtrise. Les autres charges de gestion, pour un peu plus de 9%, qui représentent donc 783 000 € environ, avec un taux de réalisation de plus de 99%. Ces charges traduisent nos engagements, notamment avec le soutien au CCAS de 410 000 €, les subventions versées aux associations pour un total de 144 000 €, la participation aux frais de scolarité des enfants inscrits dans les établissements privés de la commune. Donc là, c'est ici que se traduit concrètement notre politique de solidarité. Pour les autres dépenses de fonctionnement, les charges financières, elles sont en baisse. Ça s'explique par la diminution du capital restant dû au 1er janvier 2025, ce qui confirme une gestion maîtrisée de notre dette. Donc, diapo numéro 10, les ressources réelles d'investissement. Donc, nos principales recettes sont le FCTVA, la taxe d'aménagement et les subventions. Donc, ce sont des ressources qui nous permettent de soutenir notre politique d'équipement. Donc, les dépenses réelles d'investissement. Donc, là, vous voyez ici l'ensemble des dépenses réelles réparties par chapitre budgétaire. Est également indiqué le taux d'engagement, donc avec des dépenses qui ont été réalisées et engagées à hauteur de 93,20%. Donc, comme présenté sur la toute première diapositive, nous avons un excédent de fonctionnement de 3 500 000 € environ, qui couvre un déficit d'investissement de 2 490 000 € environ, et ce qui permet donc sur cette année 2026 de partir avec un excédent reporté de 1 017 000 €. Donc la ventilation. Elles se répartissent alors entre le remboursement du capital de la dette, 524 000 € environ, le remboursement du portage foncier, 245 000 €, et surtout des dépenses d'équipement importantes. Donc ces investissements, ils concernent les travaux d'aménagement de voirie pour plus de 3 millions, avec notamment la deuxième tranche de l'aménagement de la Plaine des Sports, les avenues Joseph à Bébéry, 560 000 € plus 370 000 engagés pour les enfouissements de réseau, Jean Jaurès, 770 000 €, le soutènement de l'avenue de l'Océan et la ruelle Boga Boga. Également des travaux d'entretien du patrimoine communal pour un montant de 745 000 €, avec notamment la relocalisation du CCAS, des travaux à l'église,
la réalisation d'un diagnostic et des premières mesures conservatoires pour Iturribaita, ainsi que les travaux de reprise de la couverture de l'espace polyvalent. En matière de transition énergétique, l'installation de panneaux voltaïques sur la toiture du centre technique pour un total de 165 000 €, l'installation d'une pompe à chaleur et le remplacement des radiateurs de la maison des associations pour près de 80 000 €. De même, afin de réduire les effets de chaleur dans les cours d'école, l'aménagement des cours confiés au groupement Croutiaca Faucon et Studio Petit Muller, qui s'est concrétisé par la réalisation des travaux de déminéralisation et de plantation pour environ 105 000 €. Et enfin, l'acquisition de différents matériels, techniques, informatiques pour le fonctionnement des services. Donc ces dépenses d'équipement répondent à des priorités très claires, améliorer notre cadre de vie, moderniser la commune et continuer de préparer l'avenir. En conclusion, ce compte administratif illustre une ligne directrice constante, traduit nos choix politiques clairs et cohérents, une gestion rigoureuse du fonctionnement, un investissement soutenu et assumé, une dette maîtrisée et un engagement fort au service des habitants. Je vous remercie pour votre écoute. Je termine avec cette première présentation. Merci. Si je vous permettez, je vais rajouter quelques mots à cette présentation. Ce compte administratif 2025, la présentation de ce compte administratif 2025 nous montre que le budget a été exécuté conformément à ce que nous avions prévu. En fonctionnement, nos recettes sont réalisées à 106%, 101 si on met à part les droits de mutation, puisque je rappelle, pour ces droits de mutation, nous prévoyons chaque année une recette de 500 000 € et que selon les années, nous percevons entre 700 000 et 1 100 000. Cette recette est aléatoire. Nous ne voulons pas monter un budget sur une recette surévaluée au risque d'avoir à réduire les dépenses au cours de l'année. Pour 2025, les droits de mutation s'élèvent à 934 000 €. Les estimations de recettes étaient donc raisonnables lors de la présentation budgétaire et le budget était exécuté de manière cohérente. Il en est de même pour les dépenses de fonctionnement qui sont quant à elles réalisées à 97%. Cette rigueur dans la gestion budgétaire permet de dégager un excédent de fonctionnement qui nous permet de financer en complément d'un emprunt les investissements que nous jugeons nécessaires pour les Cibouriens. Ces investissements, Julie les a détaillés, aménagement de la plaine des sports, de l'avenue Abbé Berry, de l'avenue Jean Jaurès, relocalisation du CCAS dans les locaux de l'ancienne école Aristide Briand, le remplacement des radiateurs de la maison des associations ou la cuve de récupération des eaux pluviales au centre technique. Et le taux d'engagement sur le volet investissement est de 93%. Ces réalisations s'inscrivent dans la ligne de conduite que nous avons adoptée depuis le début du mandat. Entretien de notre patrimoine, valorisation des quartiers par des aménagements qui améliorent la vie quotidienne des Cibouriens et l'adaptation de la commune au changement climatique par la réduction des impacts de nos bâtiments et de nos activités et à la création d'îlots de fraîcheur et d'infiltration d'eau pluviale. L'exécution budgétaire, comme l'a dit Julie, dégage un excédent d'un peu plus d'1 million € qui contribuera au financement des investissements 2026 et permettra de réduire le recours à l'emprunt. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport au CA? Donc il y avait une première question, je peux la reposer si vous souhaitez. Oui, je vous en prie. Merci. Donc, je réitère ma question. Si je n'ai pas la réponse maintenant, je l'aurai peut-être la fois prochaine. Je préférerais, moi, qu'on parle au moment du budget 2026, que je récupère surtout ce qui était passé en 2025. Un peu compris la question. Budget primitif. Parce que là, si vous voulez, sur votre budget 2025, vous avez un déséquilibre structurel en investissement qui est un déficit de près de 2 millions d'euros. Ça pose la question quand même de soutenabilité à moyen terme. La section de fonctionnement avait dégagé un excédent important de 3,5 millions qui sert en partie à compenser les déséquilibres en investissement. Pour nous, ça montre une dépendance forte du fonctionnement pour financer l'investissement. Ce n'est pas toujours sain à long terme, c'est tout. Ensuite, moi j'ai constaté que la dette atteignait environ 902 € par habitant, les dépenses de personnel qui représentent plus de 63% de fonctionnement,
ce sont quand même deux postes importants qui traduisent une rigidité quand même importante des dépenses et une marge de manœuvre un peu limitée pour l'avenir. C'est quand même aussi un autre point qui me semble important, c'est qu'il n'y a aucune autorisation de programme ni engagement pluriannuel. Mais tout ça, ça se lie entre le 2025 et le 2026. C'est pour ça que je voulais poser toutes ces questions à la fin. J'en ai d'autres encore. Un CA se lie à l'aune du BP de la même année, c'est-à-dire un CA, Oui. quels étaient nos engagements dans un budget prévisionnel qui a été voté en 2025. Bien sûr. Et là, on prend acte de l'exécution. Tout à fait. Voilà. Mais Après, il y aura le on en vote. reparlera, mais voilà, j'attire l'attention là-dessus. Parce qu'on Voilà. va repartir de Je cette base. vous ai laissé développer votre argumentaire. Merci de ne pas me couper. C'est assez désagréable. Je vous disais donc que un CA se compare à l'aune du BP surtout et des CA précédents. On peut le faire. L'exercice peut se faire aussi avec le BP suivant. Donc, de toute façon, le point suivant vient sur le budget primitif. Je me permettrai de ça sur la méthode. Pour ce qui est du fonctionnement, donc, sur quelques éléments parce que j'ai pas tout entendu. Donc, sur le fonctionnement l'excédent de fonctionnement qui finance l'investissement, je dirais c'est quasiment la règle d'or d'une collectivité. C'est essayer de dégager le plus d'excédent de fonctionnement pour pouvoir investir. Car une des règles, c'est que l'excédent d'investissement ne peut pas financer le fonctionnement. On ne peut pas emprunter pour le fonctionnement. Donc, plus on dégage d'excédent de fonctionnement, plus on peut investir sans faire appel à l'emprunt. Pour ce qui est de l'appel à l'emprunt, je rappelle que le ratio de désendettement de la ville de Cibourg doit faire partie des plus basses des communes aux alentours. Maintenant, je commence à m'y perdre, mais 2024, on était à 1,64, c'est quasiment rien. 2025, 2,33. Sachant que le seuil d'alerte est de 10 ans et le seuil critique est de 12 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de communes qui souhaiteraient, qui rêveraient d'avoir ce ratio de désendettement. Donc, oui, on emprunte, on empruntera, et puis, comme vous avez pu constater dans le BP 2026, on va réemprunter. Pourquoi ? Parce qu'on a une capacité de désendettement qui est très importante. Donc, dire qu'il y a un souci d'endettement quand on est à 2,33 ans de ratio de désendettement, voilà, je pense que c'est un peu très excessif, voire vraiment faux. Pour ce qui est des dépenses de personnel, parler d'une certaine rigidité. Je rappelle que quand on est arrivé aux affaires en 2020, le ratio ou le poids de la charge du personnel sur les dépenses réelles était de 65%. Était de 65%. De 2020 à 2025, on a réussi à maîtriser les dépenses de personnel et à réduire ce pourcentage pour arriver à 62%. Si on fait les projections sur le EBP 2026, on sera en dessous de la barre des 60%. C'est un ratio qu'on n'a pas connu depuis 10 ans sur Cibourg. Voilà. Le mandat 2014-2020, on commence à 58, on finit à 65. 2020-2026, on commence à 65 et on finit à 59. Donc, et avoir un ratio de 59% sur les dépenses réelles, sachant que ce qui est normalement convenu ou conseillé, c'est d'être aux alentours de 58%. Mais c'est une règle qui est imparfaite parce qu'elle ne prend pas en compte toujours les spécificités de chaque commune et les choix politiques de chaque commune. C'est-à-dire, si une commune souhaite porter beaucoup de services en régie, automatiquement, il y a plus de personnel. Et la particularité de la ville de Cibourg, c'est qu'on a quasiment, si ce n'est pas tous les services en régie. On a une crèche qui est municipale, elle n'est pas associative. La médiathèque, elle n'est pas associative, elle est municipale. Le centre de loisirs également. On a un service culture, on n'est pas obligé de l'avoir. Un service culture, on a même l'aide alimentaire, qui est souvent portée par des associations caritatives sur Cibourg, elle est portée par la ville. Donc, en ayant tous ces services en interne,
arriver à un taux de 59%, je pense, et je pense avec toute honnêteté qu'on est à un très bon ratio. Maintenant, si on veut baisser, il faudra nous dire quel service on ferme. Mais ça, je vous laisserai nous faire des suggestions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces points-là? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Ah oui, il faut que je sorte. Et avant de sortir, normalement, il faut qu'on vote. Je suis le président de séance. Je vous propose que je désigne, et si ça ne pose pas de problème, qu'on valide. Sinon, ça évite de faire un vote. Donc, je désigne Leïla Larassa comme président de séance. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va passer au vote. Donc, normalement, le compte administratif est voté par chapitre, mais je vous propose qu'on le vote dans sa globalité. Ça vous va? Très bien. Donc, qui est contre? Aïe. Merci. Qui s'abstient? Merci. Point numéro 4 ? Oui. Point numéro Je vous en 4, prie. affectation des résultats 2025. Donc, suite à l'adoption de ce compte administratif 25, il convient à présent d'affecter les résultats en couvrant le déficit d'investissement pour un montant de 1 986 851,75 €, ainsi que le déficit des restes à réaliser, 506 978,64 €, soit un montant total de 2 493 830,39 €. L'excédent sera reporté en section de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est approuvé. Un. Il y a une remarque? C'est dans la logique du point précédent. D'accord. 6 voix contre. Bien. Donc, on passe... Point 6. Je peux sortir. Je peux sortir Pardon. aussi. Pardon. Allez, point 5, budget primitif 2026 du budget principal. Et la parole est toujours à Julie Berger. Donc là aussi, je vous propose un diaporama, voilà, pour que ce soit peut-être un peu plus lisible et explicite pour toutes et tous. Donc d'abord en introduction, allez-y madame, on peut remettre la première diapo. Bon, quoique, oui, bon, plus, la photo est très belle. Donc, avant de débuter, ce budget primitif 2026, c'est un acte de prévision et d'autorisation. Il fixe donc les recettes attendues et les dépenses que la commune est autorisée à engager. Il est voté en équilibre réel, ce qui signifie un équilibre strict entre recettes et dépenses pour chaque section, fonctionnement, investissement, des prévisions sincères et l'interdiction de financer le fonctionnement et le remboursement en capital de la dette par l'emprunt. Le budget sera voté par chapitre, en fonctionnement comme en investissement. Donc là, vous le voyez, les grands équilibres sont les suivants, 10 090 000 en fonctionnement et 8 330 000 en investissement. La commune dégage une épargne brute d'environ 1 20 000, c'est notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Et c'est un indicateur essentiel parce qu'il mesure notre capacité à financer nos investissements sans dépendre uniquement de l'emprunt, ce qu'expliquait Nico tout à l'heure. Monsieur le maire, pardon. C'est un point auquel nous sommes particulièrement attentifs. Et c'est donc un signal clair de bonne santé financière. Donc, les recettes réelles de fonctionnement sur cette diapositive-ci, donc elles comparent le réalisé 2025 avec le prévisionnel 2026. Vous voyez ici une évolution que nous avons volontairement construite avec prudence. Les recettes sont légèrement en baisse, donc par ce choix de prudence.
Les produits des services diminuent, moins 11% par rapport au compte administratif 2025, en raison d'une certaine prudence sur les recettes de stationnement et de l'ensemble des services enfance. À noter également que le réalisé 2025 intègre une recette exceptionnelle liée au remboursement par les assurances du sinistre sur la toiture de l'espace polyvalent, 43 000 €. Bien évidemment, elle ne sera pas renouvelée cette année. Les dotations, subventions et participations, ce chapitre, qui représente plus de 11% des recettes réelles de fonctionnement, est en baisse de 7% par rapport à 2025, en raison principalement de la baisse des dotations de l'État, d'environ 90 000 €. Les autres produits sont stables. Les atténuations de charges sont également prévues en baisse de manière raisonnable, car elles dépendent d'événements incertains, les arrêts maladie. Donc nous avons fait le choix de ne pas surestimer les recettes pour sécuriser notre budget. Donc sur la diapo suivante, avec les graphiques, toujours les recettes de fonctionnement. Le graphique que vous voyez sur la gauche présente le poids des différents chapitres de recettes dans les recettes réelles de fonctionnement, et celui de droite, la répartition des recettes liées à la fiscalité. Donc la fiscalité représente 80% de nos recettes de fonctionnement. C'est un chapitre qui est prévu en baisse par rapport au compte administratif 2025. 3 points importants à souligner. Pas d'augmentation des taux d'imposition. La revalorisation nationale des bases de plus 80%, 0,8%, pardon. La baisse anticipée des droits de mutation, 500 000 € que nous avons inscrits contre 934 000 réalisés en 2025. La taxe sur le foncier bâti et la taxe d'habitation, dont celle sur les résidences secondaires, représentent l'essentiel des recettes fiscales, plus des 3/4. Donc ça traduit une réalité, une forte dépendance à la fiscalité, mais qui est maîtrisée et sans hausse des taux. C'est un équilibre que nous avons souhaité préserver. Donc sur cette diapositive, donc un tableau, les dépenses de fonctionnement, là aussi avec le comparatif entre le réalisé 25 et le prévisionnel 26. Les dépenses sont en hausse, mais cette hausse est expliquée et encadrée. Donc il est bien important de comprendre d'où viennent ces évolutions. Donc première ligne, les charges à caractère général. Elles représentent près de 25% des dépenses réelles de fonctionnement et nous prévoyons qu'elles augmentent. On l'a évoqué, monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure, en raison de la hausse des coûts des prestations repas, de la réalisation d'une étude spécifique nécessaire pour le diagnostic de la convention territoriale et de l'augmentation des frais de portage foncier. Cette hausse traduit donc à la fois l'inflation persistante sur certains postes et des dépenses préparatoires à nos projets structurants. Les charges de personnel en deuxième ligne, une hausse de 210 500 €, soit 4,5% par rapport au réalisé 25. Donc là, c'est une augmentation qui est principalement subie, liée à la hausse des cotisations, 3% du taux de cotisation de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales et 1% du taux de cotisation URSSAF maladie. L'augmentation du coût du contrat d'assurance statutaire, la mise en place de la participation employeur pour la santé et la prévoyance, et puis l'évolution des carrières, le glissement vieillesse-technicité qui augmente mécaniquement le coût salarial des agents. C'est donc une augmentation qui est principalement subie, c'est un effet réglementaire et RH. Les autres charges de gestion, pour terminer, donc l'augmentation de la subvention d'équilibre du CCAS, donc 442 000 en 2026, c'est-à-dire plus de 32 000 €. Donc là, c'est un effort social qui est assumé. Et puis la hausse des indemnités, frais de mission et formation des élus. Donc nous maîtrisons nos dépenses, mais faisons face à des hausses qui sont en partie imposées. Donc voilà, un point de vigilance constant dans notre gestion. Sur la diapo suivante, avec les voilà, le graphique. Donc la structure des dépenses de fonctionnement. Donc là, on voit la répartition. On voit le point important des charges de personnel, important mais qui est en diminution par rapport au mandat précédent. Les dépenses courantes de fonctionnement qui sont indispensables, tout ce qui est fonctionnement des services, 25%. Et puis un effort réel en matière sociale et associative avec près de 2% pour les associations. On y reviendra là tout à l'heure, je crois que Madame Dutoya présentera ce point. Concrètement, ce budget finance tous les services publics du quotidien et les besoins des habitants. À présent, les recettes d'investissement. Donc, nos investissements sont financés par le FCTVA, environ 330 000 €, des subventions diverses pour près de 800 000 €, la taxe d'aménagement, 50 000 €, et puis le recours à l'emprunt, 1 742 800
Donc notre logique, mobiliser d'abord nos ressources propres, puis des aides, et enfin recourir à l'emprunt en complément. La diapo suivante, voilà, les dépenses d'investissement. Donc c'est un budget d'investissement qui est élevé, particulièrement dynamique, avec 5 890 660 € au total. Donc 4,6 millions pour les dépenses d'équipement. C'est un niveau d'investissement qui est important. Nous l'avions annoncé dans le rapport sur les orientations budgétaires. L'année 2026 sera marquée par la mise en œuvre de 2 projets d'investissement majeurs et structurants. La création du pôle de santé en centre-ville, 350 000 € pour l'accès aux soins. Et l'aménagement de la rue Pocalette, 1 409 000 € pour notre cadre de vie et les mobilités. Mais aussi, des sommes sont inscrites au budget pour tout ce qui est entretien du patrimoine, transition énergétique, préservation environnementale, voirie et trottoirs, 813 000 €. Alors, quelques éléments de détail concernant l'entretien de nos bâtiments. Les travaux suivants sont prévus, la reprise des dalles de l'atelier voirie au centre technique municipal, 80 000 €, la reprise des toilettes de l'église, 15 000 €, différentes améliorations au stade pour 16 000 € et le lancement d'une mission d'architecte pour la rénovation intérieure de la tour de Bordaguin, 5 700 €. Pour la poursuite de l'adaptation de la commune au changement climatique et à la transition écologique et énergétique, une enveloppe de 60 000 € sera consacrée à la poursuite du changement des éclairages par des LED. Des travaux de préservation de l'espace naturel sensible des Barthes de la Nivelle seront menés. Une somme de 25 000 € y est consacrée. Et enfin, la réfection de la voirie, des trottoirs, avec, en plus de toutes les opérations engagées en 2025, un total de 813 000 €, je l'ai dit tout à l'heure, qui est consacré à l'amélioration du cadre de vie des Cibouriens par la reprise d'un linéaire de trottoirs et de voiries et la réalisation d'une étude pour l'aménagement du cœur du quartier de Sainte-Croix. Vous l'aurez compris, ces investissements répondent à 3 objectifs: améliorer le quotidien, préparer l'avenir et accompagner les transitions. Là, ce sont des choix très concrets qui seront visibles et utiles à toutes et tous. C'est donc un budget de responsabilité et d'ambition qui repose sur 3 piliers: une prudence sur les recettes, une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une ambition forte en investissement. Donc on conserve une capacité d'autofinancement solide, gage de bonne santé financière et d'autonomie. C'est cette trajectoire que nous souhaitons poursuivre. Merci pour cette présentation qui est très claire, très pédagogique. Je rajouterai quelques mots à pour une petite lecture de ce budget primitif 2026. Le budget que Julie vient de nous présenter n'est une surprise pour personne. D'une part, il s'inscrit dans le droit ligne des orientations budgétaires présentées le 1er avril dernier. D'autre part, il traduit pleinement nos orientations politiques et incarne notre volonté de répondre aux enjeux auxquels Ciboure est confronté en mettant en œuvre un développement harmonieux de notre commune. Au cours du mandat 2020-2026, nous avons mis en œuvre une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Cette logique, nous souhaitons bien évidemment la poursuivre car elle permet de dégager des marges de financement pour la réalisation d'investissements. Et surtout, elle génère une situation financière saine qui permet d'aborder l'avenir avec sérénité malgré les aléas économiques et financiers. Le budget 2026 est impacté par plusieurs de ces aléas qui se traduisent par une augmentation des dépenses ou une baisse de recettes sur lesquelles la commune n'a aucune prise. L'augmentation des taux de cotisation CNRACL et URSSAF, c'est une dépense supplémentaire de 100 000 € pour les charges de personnel sans augmentation des effectifs et un impact sur la participation de la commune au budget du CCAS. La loi de financement 2026, qui met à contribution les collectivités pour le redressement des finances publiques, c'est 87 000 € de dotation de l'État en moins. Autre point qui impacte notre budget cette année, c'est la pénalité au titre de la loi SRU. Ciboure ne respecte pas le taux des 25% de logements sociaux sur le nombre des résidences principales, nous le savons tous. D'importants efforts ont été faits en faveur du logement social et j'ai signé au cours des 5 dernières années différents permis pour la construction d'environ 140 logements sociaux. Si une moitié a été livrée, 70 d'entre eux sont bloqués par des contentieux. Les opérateurs ne souhaitent pas engager des travaux tant que les contentieux ne sont pas purgés. Les délais devant les tribunaux administratifs sont longs. La conséquence directe pour Ciboure et les Cibouriens, c'est une dépense de 200 000 € en plus. Néanmoins,
Les mesures mises en œuvre les années antérieures permettront d'absorber en partie ces aléas. La mise en service des panneaux photovoltaïques et l'autoconsommation qui en découlera permettront de réduire la facture énergétique, tout comme le plan LED développé dans les bâtiments et surtout sur les mâts d'éclairage public. Le budget 2026 permet de dégager un virement à la section d'investissement d'un montant de 1,6 million, additionné aux recettes propres de la section d'investissement et un emprunt auquel nous envisageons de recourir. Il nous permettra de réaliser différents projets. Le pôle santé, nous en avons largement parlé, l'aménagement de la rue Pocalette, comme tous les aménagements réalisés récemment, la plaine des sports, avenue Joseph Abévery, avenue Jean Jaurès, avenue Katialine Aguirre. Notre volonté est d'embellir et de faire évoluer la commune pour l'adapter au changement climatique en mettant l'accent sur la création d'îlots de fraîcheur. Outre ces projets majeurs, nous avons le souci d'entretenir et de maintenir un bon état de fonctionnement de notre patrimoine en investissant entre autres 80 000 € dans les ateliers, qui est au service du quotidien des Cibouriens, mais aussi d'apporter des améliorations dans les différents quartiers de la commune avec une enveloppe de 800 000 € pour la voirie. Pour conclure, je dirais que le budget 2026 est un outil au service du projet politique plébiscité par les Cibouriens. Je vous en remercie. Après cette présentation et cette lecture, y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce budget primitif? Oui, M. Poulot, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. J'aimerais revenir, merci pour vos présentations, j'aimerais revenir sur les engagements hors bilan, notamment au niveau de l'EPFL. Alors, je sais que vous avez présenté les chiffres, et les seuls chiffres qu'on puisse avoir dans le budget, ce sont les remboursements du capital du portage foncier, qui sont de 245 000 € en 2025 et qui vont grimper à 361 000 € en 2026. Parce qu'en 2025, effectivement, vous avez engagé la commune de Ciboure hors bilan à hauteur de 2 365 000. Donc quand on parle d'une dette, effectivement, de la dette globale de Ciboure, il me semble nécessaire de rajouter ces sommes-là. Et donc ça rajoute 600 € par habitant si je prends la dette engagée hors bilan au 31/12/2025. Donc deux questions là-dessus. Est-ce que vous allez continuer à engager la ville de Ciboure hors bilan et qu'on va continuer à avoir ces sommes qui vont grimper en 2026? Et donc à terme, ça alourdit la dette qui pèse sur les Cibouriens. Et la deuxième question, hormis la zone de l'Encan, pour laquelle on peut comprendre ce genre de dispositif, quelles sont les orientations stratégiques qui vous poussent notamment à faire ces préemptions, notamment on voit quelques préemptions sur l'avenue Jean Jaurès ou rue de la Fontaine, etc. Qu'est-ce qui vous pousse, ou est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos orientations stratégiques qui vous poussent à investir de cette manière-là? Bien. Sur les acquisitions via l'EPFL. Première chose, vous rassurer. Certes, sur le budget 2026, notre contribution à nos annuités à l'EPFL va augmenter considérablement. Parce qu'en 2025, il y a eu plusieurs acquisitions. Lors du débat d'orientation budgétaire, j'avais bien précisé aussi que dans les prochaines années, on pourrait avoir aussi une évolution sur le portage sur le volet de l'Encan, estimé à peu près à hauteur de 100 000 € aujourd'hui. Donc quand on parle aujourd'hui de 345 000 € à peu près, on en a 200 qui sont sur l'Encan. Il se peut que dans les prochaines années, que ce portage soit repris par l'agglomération et soulage les finances de la ville. Quelle est notre stratégie sur Ciboure hors l'Encan? Il y a deux volets qui justifient aujourd'hui ces acquisitions. Il y a un volet qui répond à un objectif qu'on s'était fixé lors du précédent mandat. C'est un objectif de revitalisation commerciale de notre centre-ville qui avait souffert depuis des décennies d'un manque de volonté politique d'essayer de maintenir une activité commerciale sur Ciboure qui est, entre parenthèses, tiraillée par un centre commercial qui est certes pas sur Ciboure, mais qui est plus près de Ciboure en pratique que du Rugne.
et de l'attractivité et de l'offre commerciale que nous avons de l'autre côté de la Nivelle. Donc là, il y a eu une volonté de partir sur cette politique-là. On avait voté lors du PLU des linéaires stricts pour éviter qu'on ait des changements, des mutations de locaux commerciaux en logement, ce qu'on avait connu pendant des années ici même, je peux vous en citer plusieurs. Donc ça a été fait réglementairement et financière, et je dirais de manière financière et proactive. On a aussi essayé d'acquérir des biens pour les remettre à disposition de futurs commerçants. Le succès est assez... les premiers succès sont assez récents, je dirais. C'est encore, je dirais, un peu trop tôt pour crier victoire. Mais on peut voir sur la rue Bourrousse qu'on a aujourd'hui une céramiste qui s'est installée dans un local qu'on avait acheté en 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022. On a donc, les Cernes de la Nivelle qui ont ouvert une boutique, donc une fleuriste. On n'en a pas depuis des années, depuis que Madame Goya est fermière ici au Boléro, son magasin de fleurs. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu faire des acquisitions sur un volet. Et sur l'autre volet, on est sur un volet de réserve foncière pour des projets futurs de logement. Parce que certes, il y a l'encan, mais malheureusement, l'encan ne nous permettra pas de répondre à l'ensemble de nos objectifs SRU. Et je dirais plus directement aux besoins de Cibourg. Parce qu'on l'a toujours dit, et je le répète, produisons des logements accessibles aujourd'hui sur Cibourg. Sur le mandat précédent, comme je le dis, il y a un peu plus de 140 logements, permis pour 140 logements qui ont été signés. On ne le fait pas simplement pour répondre à la loi SRU, ce n'est pas seulement une raison, je dirais, comptable, mathématique, mais c'est vraiment un besoin et une nécessité pour les Cibouriens, parce que, comme vous avez pu le constater, on est une commune qui, malheureusement, du fait de son attractivité, est en perte démographique, donc un besoin de maintenir la population sur Cibourg. Étant donné que Cibourg est une toute petite commune, une des plus petites de la côte Labourdine, qui fait 730 hectares à peu près, avec un golfe, qui va faire 50 hectares, de cours d'eau, avec une topographie qui limite quand même la constructibilité sur Cibourg, et surtout que la ville n'a aucun foncier, c'est-à-dire la ville de Cibourg n'a pas de foncier, on n'en a pas. Donc si on veut produire du logement, la base c'est d'acquérir du foncier. Donc, et c'est un objectif qu'on s'était... Donc, il faut acquérir du foncier ou l'acquérir. On ne pourra pas agir sur tout Cibourg, parce qu'on n'aura pas les moyens. Et c'est peut-être pas pertinent d'agir sur tout Cibourg. Et quand on avait fait notre PLU, on avait fléché le long de la 810, comme une zone qui pouvait apporter, je dirais, peut-être le supplément que l'encan ne pourrait pas produire sur un temps, à long terme. C'est-à-dire, on est vraiment sur des projets à long terme. Si sur l'encan, on a des visions sur 5-10 ans, la 810, on est vraiment sur des portages et sur des projets qui seront portés sûrement par des futurs élus. Ils seront sûrement pas ici. Mais voilà, l'idée, c'est d'anticiper l'avenir. Parce que pour pas que les prochains élus soient dans la situation dans laquelle on a été, nous, quand on est arrivé dans nos fonctions, c'est-à-dire une commune avec un taux de logements sociaux qui a avoisiné tout juste 10%, avec zéro foncier disponible. Voilà. Zéro foncier communal. Donc là, voilà, on fait de la réserve foncière. C'est une stratégie à long terme. C'est un coût, certes. Mais je veux vous rassurer aussi dans le fait que, comptablement, ce n'est pas une dette. Ben oui, ce n'est pas une dette, ça c'est factuel. Et au-delà de ça, pour ceux qui nous écoutent, sur le budget 2026, on va emprunter, entre autres, pour faire, je fais simple, la rue Bocalette. 1,4 million. Entre autres, pour faire 1,4 million. On va emprunter pour faire la rue Bocalette. On va emprunter un peu plus d'1 million. Là, on a affiché 1,7 million. La rue Bocalette sera, et la place de Tour d'Auvergne et la place Antonini seront refaites. Mais au bout de 20 ans, 30 ans, il faudra revenir. Et la valeur de
de la rue Pocalette, même si on aura mis 1,4 million, on sera toujours à zéro. On est d'accord? Mais c'est la logique, c'est l'action publique sur le domaine communal, c'est-à-dire il n'y a pas de valorisation de la voirie. La voirie, c'est que des dépenses, c'est qu'un coût. Pour autant, on s'endette. On s'endette parce qu'il faut faire ces travaux-là. Et au bout, le jour où on finira de payer cette dette qu'on aura contractée pour la rue Pocalette ou pour le pôle santé ou pour d'autres, financièrement, ça ne vaudra rien. Il n'y a pas qu'une lecture financière, heureusement. Mais financièrement, ça n'aura aucune valeur. Que là, quand on achète des biens, on patrimonialise. C'est-à-dire que le bien qu'on achète, c'est-à-dire la maison qu'on achetait au 68 avenue Jean Jaurès, je n'ai plus la somme en tête, à peu près à 500 000, 400 000, 450 000, je n'étais pas loin. Au bout de 10 ans, elle vaudra toujours 450 000 si ce n'est pas plus. Donc, il n'y a aucun risque. Je vais dans une logique absurde, je dirais. Admettons que demain, Cibourg est croulé par la dette. On pourra toujours revendre. Hein. On récupérera nos petits. Que la rue Pocalette, on ne va jamais la vendre. Surtout parce qu'il n'y aura pas d'acheteur. Donc voilà. Donc, je vais juste vous rassurer sur le fait que, oui, non, vous dire oui, il y a une volonté politique d'agir sur le foncier, parce que si on n'agit pas sur le foncier, au final, on ne fait plus rien. Parce que là, une des bases de l'action publique au niveau communal, c'est quand même la gestion du foncier, qu'elle soit bâtie ou non. Et sur, oui, cette enveloppe qui augmente cette année, voilà. Vigilance, faisons une bonne lecture. Il y a un volet qui est sur le volet de l'encan, qui est d'intérêt communautaire aujourd'hui. Et deuxièmement, on patrimonialise. Oui. Monsieur le maire, merci pour ces explications qui nous éclairent, en tout cas en partie, et si on peut valider, et j'espère que vous aurez un rôle intéressant et au niveau de la communauté pour nous aider à sortir cette dette ou ce poids de l'encan, on va dire, au niveau de la commune de Cibourg, et c'est très bien pour tout le monde. Par contre, sur les acquisitions style avenue Jean Jaurès, pourquoi ne pas être plus, on va dire, plus précis avec les citoyens, vous n'avez jamais dit, par exemple, que vous aviez cette vision, enfin, moi je ne l'ai pas entendu en tout cas, je ne l'ai pas lu, vous aviez cette vision, on va dire, de transformation, même si c'est à long terme ou à très long terme, de l'avenue Jean Jaurès en une avenue un peu plus urbanisée, si je comprends cette réserve foncière. Donc, elle ne me dérange pas, personnellement, je la comprends. La seule chose, c'est soyons clairs avec les citoyens et mettons dire, les choses sur la table et dire, voilà, on s'endette d'un côté, même si c'est porté par le PFL qui a ce portage. Comme vous l'avez dit, c'est du patrimonial, on risque rien, entre guillemets, ça on est tous d'accord, mais soyons clairs avec les Cibouriens et donnons-leur, je veux dire, la direction, cette direction donnée. Voilà notre point de vue. Donc, juste sur ce point-là, la vision donnée, on n'a jamais rien caché aux Cibouriens. Vous dites qu'on n'en parle pas. C'est marqué, c'est noté dans un PLU qu'on a voté en 2021, qui est le fruit, entre autres, d'une large concertation, aussi avec les Cibouriens, une concertation, entre guillemets, qui avait été saluée par la Cour des comptes, qui disait qu'on avait dépassé, c'est-à-dire le cadre réglementaire sur la volet concertation. Il y a eu des réunions publiques dans lesquelles on avait présenté tout ça. L'opposition de l'époque avait mis en plus en exergue ce souhait de dire, ben voilà, mais si le projet majeur d'aménagement est l'encan, peut-être sur long terme, il faudra aussi travailler sur la 810. À part dire qu'il faut faire de la réserve foncière, et là on est tous d'accord, vous venez de le dire, il faut bien trouver un lieu. Quel est le lieu le plus pertinent pour faire de la réserve foncière? Pour nous, c'est la 810, du fait de la capacité de densification que peut permettre la 810, que ne peut pas permettre je dirais, des quartiers, d'autres quartiers comme je dirais la rue Pocalette ou l'avenue Abadi d'Arast ou l'avenue François Mitterrand qui sont déjà très denses.
Donc, c'est ce qui a été fléché dans un PLU qui avait été voté à l'époque à l'unanimité. C'est-à-dire, on était 4 groupes au sein de ce conseil municipal. On avait voté ça à l'unanimité. C'est rare qu'un PLU soit voté à l'unanimité dans une commune. Donc, à part dire ça, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, je le dis très clairement, en toute transparence, sur la 810, il n'y a aucun projet. On n'a aucun projet, si ce n'est de faire de la réserve foncière. Est-ce qu'il y a un projet qui viendra dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Probablement. Est-ce que c'est nous qui allons l'emporter? Est-ce que ce sont d'autres qui vont l'emporter? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, on est, à la différence de l'Encan, où on est dans une phase de réflexion sur un projet d'aménagement. Là, il n'y a pas de projet d'aménagement, c'est juste de la réserve foncière. Et dans 15 ans, si la prochaine équipe décide de faire autre chose, elle fera autre chose. Mais au moins, elle aura le choix. Le choix, parce qu'elle aura du foncier, faire soit des infrastructures, soit du logement, soit autre chose, c'est-à-dire tout aménagement qu'elle trouvera pertinente, tout simplement. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien vos propos, tout ce qui se passe, tout ce qui est autour de l'avenue Jean Jaurès, dans les années futures, sera, c'est un bien en vente, pour être clair, il sera préempté. Je ne vais pas vous dire que ça sera systématiquement, très clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas de systématisation. On fait au coup par coup, on regarde l'opportunité, le coût, la capacité aussi, parce que ça reste un objectif ambitieux. Même si je vous l'ai dit, c'est-à-dire le fait de faire appel à l'EPFL est un risque modéré, parce qu'on patrimonialise. Pour autant, il faut avoir une capacité financière quand même à rembourser. Donc voilà, il y a toute cette équation aussi. Donc aujourd'hui, non, je ne peux pas vous dire, on prendra, c'est-à-dire toute l'avenue Jean Jaurès sera préemptée. Loin de là, est-ce que ça sera juste une partie, soit ça sera un seul côté? On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a seulement deux biens qui ont été achetés. On est loin du projet, peut-être ça se concentrera sur un seul lieu, peut-être tout sera une partie qui sera achetée, et le jour où le projet va être réalisé, l'équipe en place décidera d'utiliser seulement une partie du foncier. Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas eu d'estimation, parce que 2 biens à 1 million, je ne sais pas combien il y en a sur l'avenue Jean Jaurès, je ne sais pas, peut-être une centaine. Ouais, ça fait 50 millions, il faut 50 millions. Voilà, il n'y a pas eu de ce genre d'estimation faite pour... Donc il n'y a pas eu d'estimation. Regardez un peu ce que ça pourrait donner. Le premier travail qui avait été réalisé 2020, 21, 22 avec l'Office 64, le PFL, pour voir comment on pouvait réfléchir à ces stratégies-là. Il y avait des premières estimations qui avaient été réalisées. Bon, il n'y a pas 100 logements, hein, on est beaucoup moins, on est surtout sur du pavillonnaire. Et très clairement, aujourd'hui, voilà, on est au balbutiement de cette réflexion-là. Peut-être elle s'arrêtera au bout de 10 logements, ou de 6, ou de 3, ou de 4. Elle se concentrera sur un seul lieu, parce qu'on considérera que malheureusement, on n'aura pas les moyens d'agir sur la totalité. Que peut-être ça ne sera pas pertinent d'agir sur la totalité, parce qu'il n'y a pas une capacité de densification sur la totalité. Ben voilà. Donc, c'est sûr. Voilà. On fait de la réserve foncière, et oui, ce sont des biens qui se vendent aux alentours d'un demi-million, mais bon, on est à Cibourg. Hein, oui. J'essaye de comprendre. Hein. Je pense que vous faites le budget en partant des recettes prévues, qui sont supérieures à vos dépenses dès le départ. Et le delta, donc, vous le portez effectivement pour pouvoir investir ensuite. Bon. Les recettes sont fortes, alors que, effectivement, vous n'avez pas bougé le pourcentage des impôts, des différentes taxes. Alors ma question première, c'est pourquoi cette augmentation alors que les taxes n'ont pas bougé, les pourcentages n'ont pas bougé? Alors est-ce qu'il y a plus de bâtis? Non, apparemment pas beaucoup. Est-ce que c'est la valorisation par l'État de la base? C'est ce que je pense. Voilà. Et comme cette valorisation a augmenté d'une manière importante, pourquoi n'aviez-vous pas voulu baisser un peu les taux comme ça s'est fait dans d'autres communes? C'est la première question. La deuxième question que j'ai à poser, c'est aussi au niveau de l'investissement et des choses qui viennent d'être marquées là sur votre PowerPoint.
Il y a des investissements qui, quand ils sont faits, donnent tout de suite des économies en fonctionnement. Le passage, par exemple, dans les LED, vous avez prévu un investissement de 60 KE. Je pense que tout ne passera pas en LED avec 60 KE. Non. Est-ce qu'il n'y en aurait pas intérêt à passer directement, même avec non seulement des LED, mais des poteaux avec des capteurs photovoltaïques, etc., faire un gros investissement qui serait beaucoup plus rentable déjà sur les dépenses? C'est une question. Donc sur l'excédent du chapitre de fonctionnement. Je réponds, c'est-à-dire à la même remarque que vous avez fait lors du vote du CA. Oui, c'est-à-dire c'est l'excédent de fonctionnement qui finance l'investissement. C'est-à-dire on ne peut pas faire différemment. 80% de nos recettes sont des taxes et des impôts qui viennent en recettes de fonctionnement. Donc si vous voulez, on pourrait contracter au maximum les recettes de fonctionnement pour qu'elles ne couvrent seulement les dépenses de fonctionnement. C'est un choix, mais qui est complètement, excusez-moi, mais délirant. Parce que ça supposerait qu'on finance l'investissement seulement par l'emprunt. Je ne pense pas que ce soit pertinent. Je ne pense pas que vous soyez d'accord, vu les différentes remarques que vous avez pu faire sur la dette. Donc oui, l'excédent de fonctionnement finance l'investissement. On ne peut pas faire différemment. Sur les taux, oui, c'est-à-dire les taux sur Cibourg n'ont pas évolué sur la taxe foncière depuis 11 ans. Depuis 2015. En 2015, le taux sur Cibourg n'a pas évolué. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui soient dans cette situation-là. Oui, les bases augmentent. Les bases augmentent. C'est la loi de finances chaque année qui décide l'augmentation. Elle augmente pourquoi? Parce qu'elle suit l'inflation. C'est-à-dire, si on suit votre raisonnement, on baisse, on reste à l'euro constant. Et si on a une inflation à côté, qu'elle soit plus ou moins importante, on perd en capacité d'investissement. Tout simplement. C'est-à-dire, Cibourg, c'est-à-dire avec 1%, 2% de revalorisation des bases et des recettes, elle va faire forcément plus de 2%. Hein. Elle va faire juste la même chose. Parce qu'à côté, il y a les coûts qui augmentent. Et puis vous avez bien vu là sur le volet RH, les augmentations qu'on subit, c'est une réalité. Quand on fait appel, là ça s'est calmé, mais les 2 dernières années avec l'inflation, je peux vous dire que les investissements ont pris un sacré coup. On parle de la tonne d'enrobé. Je dis souvent ça en bureau d'adjoint. Voilà, mais ça a pris quelque chose. Donc, c'est-à-dire, à un moment, cette revalorisation des bases, elle permet juste de garder la même capacité d'action sur le budget. Et pour ce qui est des LED, non, avec 60 000 euros, on ne va pas tout faire. Je suis d'accord avec vous. À l'époque, on avait calculé avec 60 000 euros, on faisait à peu près 8% du parc. C'est très cher. La mise en LED, ça coûte très cher. Et arrivé à un moment, nous en 2020, on a démarré, on était un peu moins de 20% du parc qui était en LED. Aujourd'hui, je pense qu'on est aux alentours de 55-60 si je me trompe pas. Parce que tous les ans, on a mis 60 000 euros. Le retour de surinvestissement sera lent quand même. Parce que quand on met 60 000 euros pour 8% du parc, voilà. Donc, on a préféré lisser, parce que là, s'il faudrait, donc je n'ai pas calculé, mais dire, allez, on met 300 000 euros et on fait la totalité du parc, avant de retomber sur les 300 000, l'économie de 300 000, on fera quelques années. Voilà. Sachant qu'il y a aussi d'autres investissements à faire. Sur le volet énergie, même si on n'a mis que 60 000 euros par an, 8% du parc, tous les ans, si je ne me trompe pas, sur la facture, on a économisé 28% sur les dépenses d'électricité. Entre l'extinction, la mise en LED des bâtiments et de l'éclairage public, c'est une baisse de 28% de la facture d'électricité. C'est quelque chose.
Et la cuve qu'on a installée l'année dernière, c'est à peu près 15% d'économie, de diminution de la facture d'eau. C'est pas grand-chose la facture d'eau, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours ça de prix. Et là, depuis 10 jours, une semaine, on a les panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur la toiture des ateliers, ils fonctionnent, ils ont été raccordés. Et aujourd'hui, l'estimation, mais je mets bien des guillemets, l'estimation de la production de cette petite centrale photovoltaïque sur les ateliers pourrait produire l'équivalent de la moitié de notre consommation d'électricité du volet bâtiment. Voilà. Donc tout ça, on sera en autoconsommation et le surplus sera revendu. Là aussi, ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, il est beaucoup plus intéressant d'autoconsommer que de revendre. Donc voilà, on a une estimation qui a été faite, 50% de l'équivalent de notre consommation des bâtis. On va quand même être prudent, on va faire une année complète, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Mais de toute façon, même si ce n'est pas 50%, tout ce qui sera autoconsommé ne sera pas facturé. Donc ça sera aussi là des économies qu'on fera. Et sur le volet bâtiment, et Antion me corrigera si je me trompe, je pense qu'on a fait la totalité des bâtiments sont passés en LED. Donc il doit rester un ou deux bâtiments, mais 98% je dirais des bâtiments sont en LED. Donc, tout ce travail a été fait. Oui. Et parallèlement aussi, les menuiseries, quasiment tous les menuiseries aujourd'hui sont en double vitrage sur l'ensemble de nos bâtiments, peut-être quelques exceptions près. Et aussi sur le souhait aussi de faire des économies d'énergie et de facture, les deux en même temps, parce que les deux sont vertueux, c'est la pompe à chaleur qui a été installée l'année dernière sur la maison des associations, qui, je l'espère, nous permettra aussi de faire beaucoup d'économies, et le changement aussi des radiateurs qu'on a fait parallèlement à l'installation de la pompe à chaleur, pour qu'elle soit plus performante, donc moins énergivore, donc moins cher à la facture. S'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté à la majorité. Et je vous en remercie. On passe au point, non, on est toujours sur le volet financier, au point 6, fixation des taux d'imposition qui ne bougeront pas. Cette délibération a donc pour objet de fixer les taux d'imposition 2026. Vous l'aurez compris, nous vous proposons de ne pas modifier ces différents taux. La majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sera donc maintenue à 60%. Y a-t-il des questions? Pas de questions par exemple. D'accord. Bien. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Je vous remercie. Allez, on passe au volet école. Point 7, École Saint-Michel, convention de participation aux frais de fonctionnement 2026. Comme tous les ans, il s'agit de prévoir l'aide au fonctionnement pour l'école Saint-Michel et pour l'Ikastola Kashkarotenea. Le calcul du forfait communal a été réalisé sur la base des effectifs et des coûts de l'année scolaire 2024-2025. Le coût d'un élève de l'école publique s'élève à 993,76 centimes d'euros. La commune verse l'équivalent de ce coût pour chaque élève cibourien scolarisé dans les écoles privées de la commune. La participation de la commune est versée par une prise en charge directe de dépenses, interventions sportives, cours de musique, sorties scolaires, et par le versement d'une somme. Pour Saint-Michel, 39 élèves cibouriens y sont scolarisés, soit une participation de la commune de 38 756,64 centimes d'euros. Des dépenses ont été prises en charge directement à hauteur de 14 908,51 euros pour les activités piscine, voile, musique. Une somme de 23 848,13 centimes d'euros sera versée à l'OGEC. Cette somme est en diminution par rapport à l'année dernière car le nombre d'élèves cibouriens est passé de 53 à 39 élèves. Vous avez des questions peut-être? Pardon. C'est une question générale. Qui touche donc le point 7, l'OGEC, et le point 8, Ikastola Kashkarotenea. En dehors de ces conventions de participation aux frais de fonctionnement,
Est-ce qu'on a des aides sur on va dire, sur les bâtis? Donc non, il n'y a pas d'aide sur le bâti, mais il y a une différence vu les propriétaires d'un bâtiment et de l'autre, c'est-à-dire sur l'Ikastola Kashkalotenia, étant donné que l'Ikastola est dans un bâtiment communal, qui sont locataires de la ville. Voilà. Il y a des frais qui sont pris en charge par la ville du fait de l'entretien et de la responsabilité d'un propriétaire par rapport à son locataire. Mais il n'y a pas de subvention. Moi, je trouve que c'est parfaitement légitime de prévoir exactement le même financement pour un élève cibourien, qu'il soit à l'école publique, à l'école privée ou à l'école de l'Ikastola, parce que c'est très très bien qu'on développe notre culture et notre histoire et qu'on le développe pour l'avenir. Mais, je trouve, vous avez répondu qu'il n'y avait pas de subvention pour les bâtiments et que c'était la responsabilité de chaque propriétaire. Mais je pense qu'il serait de bonne politique et d'égalité que d'aider également l'école privée lorsqu'elle a des travaux importants à faire à l'école Saint-Michel pour respecter le principe d'égalité entre tous les élèves, que ce soit sur l'entretien des bâtiments comme sur la prise en charge des élèves eux-mêmes. Et également, il faut bien entendu que la commune entretienne parfaitement l'école publique. Moi, personnellement, j'ai toujours été à l'école publique et mes enfants aussi. Mais je pense qu'il faut respecter un équilibre scrupuleux entre tous les enfants, quel que soit le choix des parents, qui doivent rester parfaitement libres. Donc, juste vous dire sur ce dernier point, mais on est tout à fait d'accord. Et on vient de très loin, mais peut-être je laisserai cette partie-là à Leïlé qui va bien mieux vous présenter que moi, un peu l'historique, d'où on vient sur cette égalité ou cette équité. Sur le volet bâtiment, oui, il faut respecter, je suis tout à fait d'accord, sur une équité entre tous les enfants de Cibourg, c'est ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a fait depuis 6 ans. Mais il faut aussi respecter la loi. Et la loi, malheureusement, si un bâtiment ne nous appartient pas, si un bâtiment est privé, nous n'avons pas le droit d'investir. Ça, c'est la loi. C'est une chose. Et deuxièmement, sur une histoire d'équité aussi, rappeler que l'association Kashkalotenia paye un loyer à la ville de Cibourg. C'est une association, à la différence de beaucoup d'associations sur Cibourg, qui paye un loyer pour le bâtiment. C'est une des seules à dire. Donc il y a un loyer. Saint-Michel ne paye pas de loyer à la ville. L'Ikastola paye un loyer à la ville. Donc en tant que bailleur, on a des obligations par rapport à nos locataires. Donc on fait des travaux d'entretien qui sont l'obligation, une responsabilité d'un propriétaire. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de l'OGEC et de l'école Saint-Michel, c'est-à-dire aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques années, l'ensemble des établissements scolaires sur Cibourg touchent la même chose. Et à chaque fois que l'OGEC a besoin de quelque chose, d'une aide, on essaie de l'accompagner dans le cadre qui nous est donné. Et je pense qu'en 6 ans, l'OGEC n'a pas eu à faire de remarques sur le fait d'un manque d'équité entre l'OGEC, l'école Saint-Michel, l'Ikastola ou l'école Marignella. Voilà, on n'a jamais eu de remontée de ce type-là parce qu'au final, voilà, on respecte une logique d'équité tout en restant dans le cadre légal qui nous est imposé. Oui, et ça me fait très très plaisir, c'est pour ça que je vais me permettre une petite prise de parole sur ce sujet-là. Ça me fait très très plaisir d'entendre un élu de l'opposition s'exprimer en ces termes, parce que oui, le travail a été de longue haleine et que effectivement nous avons la même vision que la vôtre, Monsieur Faget. Nous estimons que la commune de Cibourg a la chance de disposer de 3 systèmes éducatifs différents, que c'est une richesse pour les familles et les parents,
que les enfants ont tous les mêmes droits d'évoluer dans des conditions pédagogiques adaptées et dans des bâtiments sains. Nous, quand on est arrivé en 2020, pour parler d'équité, au niveau du forfait communal justement, lorsqu'on est arrivé en 2020, il faut savoir que donc 3 écoles, 3 forfaits communaux différents. On avait un forfait communal pour un enfant de l'école publique qui se levait à hauteur de 720 €, pour Saint-Michel 340 et pour l'Icachtola 270. Donc nous, dès le départ, notre ambition a été très très claire. Voilà, on est vraiment sur un système d'équité, les mêmes droits pour tous. C'est ce que l'on s'attache à faire aussi également par l'offre culturelle que l'on a développée avec le service culture. On propose des parcours d'éducation artistique culturelle, scientifique et sportif. C'est rare pour une commune de notre taille. Il y en a à Biarritz, il y en a à Anglet, il y en a à Hendaye, mais c'est seulement proposé dans les écoles publiques. Nous, quand on a travaillé à l'élaboration de ces parcours-là avec Émilie, les élus membres des commissions et les techniciens de la ville, et les services de l'éducation nationale, parce que c'est quand même les experts en matière de pédagogie, on ne voulait pas faire sans eux. On leur a posé la question, voilà, nous on veut vraiment être sur de l'équité, offrir des parcours de qualité à tous les enfants cibouriens, l'idée étant que peu importe dans quelle école ils soient scolarisés, un enfant scolarisé sur la commune, entre 3 et 11 ans, il aura pu bénéficier d'offres qualitatives. Et l'éducation nationale nous a validés et encouragés dans ce sens-là. Mais on est la seule commune à le faire. Merci beaucoup pour votre prise de parole. D'autres remarques sur ce forfait communal qu'on attribuera à l'école Saint-Michel? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est approuvé. Donc on passe à l'Icachtola Cascadotenia, convention de participation aux frais de fonctionnement 2026. Donc on est sur le même type de délibération. Pour l'Icachtola, 52 élèves cibouriens y sont scolarisés, soit une participation de la commune de 51 675,62 €. Des dépenses ont été prises en charge directement à hauteur de 16 421,13 € pour les activités piscine, voile, musique. Une somme de 35 254,39 € sera donc versée à l'Icachtola. Avez-vous des questions ou besoin d'informations supplémentaires? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est approuvé à l'unanimité. On passe au social. Donc, Fonds de solidarité pour le logement 2026, rapporteur est Madame Mouchkoa Arizmendi. Bonsoir. Il s'agit par cette délibération de participer au financement du Fonds de solidarité pour le logement dont la gestion est assurée par le département. La participation appelée auprès de la commune en 2026 est la même qu'en 2025, soit de 6 152 €. Pour information, en 2025, 38 ménages cibouriens ont bénéficié d'une aide au titre du Fonds social de logement pour un montant global de 17 372 €. Des remarques, des observations? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est approuvé. Et on passe aux autorisations de programme et de crédit de paiement, les APCP. Bilan d'exécution, ajustement d'enfouissement des réseaux de l'avenue Joseph Avebéry, rapporteur et Madame Bergala. Merci. Nous vous proposons ici d'ajuster les crédits de paiement de l'autorisation du programme créé en 2024 pour l'enfouissement des réseaux de l'avenue Joseph Avebéry en intégrant le réalisé 2025. Initialement, cette autorisation de paiement était prévue sur 2 années. Même si les travaux ont été réalisés et sont terminés, le syndicat Territoire d'énergie ne les a pas facturés à la commune. Il convient donc de prévoir les crédits nécessaires sur 2026. Nous vous proposons également de réduire le montant global de l'autorisation de programme afin de le faire correspondre à la réalité des dépenses à venir. Des remarques ou des observations par rapport à cet ajustement? Je considère qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est approuvé. Toujours sur une APCP, mais là on est sur l'avenue de l'Océan. Donc, bilan d'exécution et ajustement, travaux de soutènement de l'avenue de l'Océan. Donc, nous vous proposons ici d'ajuster les crédits de paiement de l'autorisation de programme créée en 2025 pour les travaux de soutènement de l'avenue de l'Océan en intégrant le réalisé 2025. Il s'agit aussi de réduire le montant global de l'autorisation de programme. Quand la nécessité de réaliser ces travaux s'est présentée, une première évaluation de leur coût a été réalisée par le maître d'œuvre à hauteur d'1 million d'euros. En affinant son travail et les solutions constructives, le maître d'œuvre a revu son estimation à la baisse,
Puis la consultation des entreprises a amené une bonne surprise qui explique que nous proposons une diminution du montant global de l'autorisation de programme à 540 563,62 centimes euros TTC. Des remarques ou des observations. Il y a peu de maîtres d'œuvre qui nous font des belles surprises comme ça. C'était ma remarque, ça va dans le bon sens. Donc, pour une fois, ça va dans le bon sens. En France, généralement, c'est dans l'autre. Néanmoins, un écart de 1 million à 540 000, c'est énorme. Donc, soit il avait mal regardé au départ, parce que les entreprises, je travaille dans les entreprises de travaux publics, on ne se plante pas de 1 million à 540 et on ne prend pas un marché à 45% de moins, ça ne marche pas. Juste pour recontextualiser, les sondages. Donc voilà, juste pour contextualiser, les études de sol avaient été réalisées automne 2024 de mémoire, et ce somme de 1 million d'euros était sortie lors d'une réunion je dirais de chantier, même s'il n'y avait pas de chantier pour le moment, et c'était une réunion avec le maître d'œuvre de l'époque. Donc il nous a dit, bon voilà, on a fini tous les sondages, et donc voilà, il m'avait expliqué, j'étais avec le DST, je pense en nous expliquant les mouvements de terrain que subissait ce jardin public et les conséquences sur la route. Puis après cette explication de géologie très intéressante, j'avais posé la question, bon, maintenant ça coûte combien? Parce que quand même, on revient toujours à la même chose. Et là, il nous a dit, je pense que ça coûtera 1 million d'euros. Allez-y sur 1 million d'euros. On a trouvé que c'était... J'étais debout, je ne suis pas tombé, mais de peu. Mais en même temps, on n'avait pas d'autres éléments c'est-à-dire ce premier chiffrage, je dirais, au doigt mouillé qu'avait fait le maître d'œuvre sur le moment, sur le terrain, sans vraiment faire une étude. Étant donné qu'on était à l'automne et qu'on était en prévision de préparer le budget pour 2025, on se devait d'ouvrir une APCP, puis on préférait aller sur 1 million, qui était le chiffre qu'on nous avait donné, même si on trouvait que c'était peut-être surdimensionné surestimé plutôt par rapport aux travaux qu'il y avait à faire. Mais voilà, on n'avait pas d'autres éléments. Puis après est venu le marché. Donc là, quand il a vraiment étudié, on était plutôt aux alentours de 700 000 euros. Et là, oui, on a eu une bonne nouvelle entre les 700 000 et le demi-million qui est sorti. Mais voilà, c'est juste pour recontextualiser. Le million d'euros venait plutôt d'une estimation au doigt mouillé avec ceinture et bretelles qu'avait pris le maître d'œuvre sur le terrain. Mais j'espère qu'on n'aura pas d'autres éboulements de terrain de ce type-là sur Cibourg. Après, des maîtres d'œuvre qui commencent à 1 million et qui finissent à 1 demi-million, je préfère garder ceux-là que ceux qui commencent à 1 demi-million et qui finissent à 1 million. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. On passe à la dernière APCP qui concerne la rue Pocalette. Alors ici, nous vous proposons d'ajuster les crédits de paiement de l'autorisation de programme créée en 2025 pour les travaux d'aménagement de la rue Pocalette, de la place de la Tour d'Auvergne et de la place d'Antonini en intégrant le réalisé 2025. Alors c'est différent ici. Il s'agit d'augmenter le montant global de l'autorisation de programme. La consultation pour les travaux n'a pas amené les mêmes bonnes surprises que pour l'avenue de l'Océan. Certains ajustements ont été réalisés au niveau de la teneur des travaux, ce qui explique donc l'augmentation de l'autorisation de programme. Des remarques ou des observations? Oui, une petite remarque. On apprécie effectivement que Cibourg investisse pour l'amélioration du cadre de vie. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé du budget et on est 100% en phase avec vous là-dessus. Ce qu'on n'apprécie pas, c'est cette piétonisation de la rue Pocalette. Donc pour juste cette raison, on votera contre. Je veux dire, on est d'accord pour l'embellissement de la rue, pas pour la piétonisation. Voilà. Bien. Juste une précision. Ce n'est pas une piétonisation, c'est une semi-piétonisation. Ça a quand même son importance, parce que l'accès sera réservé aux habitants qui pourront accéder bien sûr à la rue Pocalette. Et la rue Pocalette aujourd'hui, en trafic, à part les résidents,
peu de gens l'utilisent, à part, sur des moments donnés de la journée, les parents d'élèves de l'école Saint-Michel. Mais pour ça, il y aura un système de bornes qui pourra s'ajuster par rapport aux horaires des écoles. C'est ce qui avait été, lors de la présentation, lorsqu'on avait fait une réunion publique ici même, avec les habitants de la rue Pocalette, c'est ce qu'on avait présenté. Le règlement d'accès n'a pas été arrêté encore. On a l'intention de faire une réunion publique dans les prochains mois, prochaines semaines, pour essayer de faire une première ébauche de ce règlement-là. Et lorsque j'avais assisté à l'AG de l'OGEC de Saint-Michel, c'est la même chose, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire que pour l'accès des parents d'élèves de Saint-Michel, il y aura un système pour qu'ils puissent toujours déposer leurs enfants par la rue Pocalette. Oui, je vous en prie. La dernière remarque, c'est effectivement, je comprends aussi cette vision. Après, il y a une vision qui me dérange beaucoup plus. Vous parlez des résidents, ils vont perdre, si j'ai bien compté, 25 places de stationnement. Il faut les retrouver dans un environnement proche, je dirais. Et quand on connaît les sujets de stationnement à Cibourg, en tout cas en centre-ville, c'est pas aussi évident que ça. Je vais vous répondre en deux parties. Oui, en pratique, oui, je pense que c'est une vingtaine, 20-25 places de stationnement. Mais en effet, ce n'était pas des places de stationnement. C'est-à-dire que c'était de l'usage, c'était un stationnement sauvage. Les venelles qui sont censées être des voies de circulation, n'étaient plus des voies de circulation. Sur des tronçons, à partir de l'impasse Beignat-Josier jusqu'à l'ancien monument aux morts, ou jusqu'à Saint-Michel, c'est-à-dire le stationnement gênant, obligeait souvent les voitures à monter sur les trottoirs et à rouler à cheval entre le trottoir et la rue Pocalette. Et il y a un deuxième sujet aussi, c'était l'accès secours, qui était très contraint par ce stationnement complètement anarchique, qui réduisait le fuseau, qui est déjà très contraint du fait qu'on est sur un quartier historique, on est sur le début de la création de Cibourg, donc c'est une des plus vieilles rues de Cibourg. Quand on rajoutait des voitures, donc le passage des secours était très problématique, et c'est une des raisons pour laquelle en 2021-2022, l'agglomération a décidé de ne plus desservir, de ne plus faire de ramassage des ordures ménagères, entre autres à la rue Pocalette. Voilà, tout est lié. Oui, il y aura en pratique, à l'usage, je dirais, moins de places de stationnement du fait de la topographie de la rue. Pour autant, il y aura un système aussi d'accès limité. C'est-à-dire, certes, en pratique, il y aura moins de places de stationnement, mais le peu, ou ce qui restera, sera en pratique réservé aux riverains de la rue Pocalette. Au-delà de ça, depuis quelques années maintenant, le stationnement payant a été développé sur la totalité du centre-ville de Cibourg, et on voit les effets. On voit très clairement les effets positifs de la réglementation du stationnement. En plus, avec une carte d'abonné qui est aujourd'hui de 10 € par an, 10 € par mois, ou de 90 € par an, non, ça fait 7,50 € par mois, si mes calculs sont bons, qui sont très accessibles. Voilà. Il y a aussi le fait aussi d'avoir mis, il y a quelques années, de développer le stationnement payant sur le centre-ville, qui permet aussi de dégager du stationnement sur Cibourg. Le fait aussi que ce soit réglementé va réserver le peu de stationnement qui reste aux riverains. Et peut-être aussi, je dirais, est-ce que ça encouragera aussi quelques riverains de la rue Pocalette, et c'est pas la grande majorité malheureusement, qui ont des garages à la rue Pocalette, mais qui ne l'utilisent pas. Est-ce que peut-être ça incitera certains à plus utiliser leur garage pour mettre leur voiture et pas autre chose. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur la rue Pocalette, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe à l'attribution au point 13, attribution de fonds de concours par la communauté d'agglomération Pays Basque pour la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie au centre technique municipal. Le conseil communautaire a adopté un dispositif d'attribution de fonds de concours
aux communes membres de la communauté d'agglomération Pays Basque sur la période 2023-2026. Ces fonds de concours se répartissent en 2 enveloppes aux modalités distinctes. Une première enveloppe répartie de façon égalitaire entre les 158 communes du Pays Basque, soit un forfait de 30 000 € par commune. Une seconde enveloppe Pôle, vise à encourager les projets communaux répondant prioritairement aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction de l'empreinte environnementale pour la commune de Cibourg. La première enveloppe, forfait communal, d'un montant de 30 000 € est attribuée au financement des travaux de désimperméabilisation de l'avenue Joseph-Abbé Berry. La seconde enveloppe du pôle, du montant de 218 000 € est attribuée à hauteur de 61 000 € au financement des travaux de végétalisation cours d'école, à hauteur de 113 000 € pour le projet 133 000 pour le projet d'aménagement de l'ancienne école Aristide Briand, et à hauteur de 23 505,50 € pour la mise en place d'un système de récupération des eaux pluviales au centre technique municipal. Il convient de m'autoriser à signer la convention d'attribution de fonds de concours correspondant pour la cuve les conventions pour les autres projets ayant déjà été signés. Pas de remarques, pas d'observation. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. On passe au chapitre 3, personnel communal. Création d'emplois permanents. Rapporteur est Madame Mouchkoua Arizmeti. Il vous est proposé de créer 4 emplois afin de permettre aux agents une évolution de carrière suite à un avancement de grade, une promotion interne ou la réussite à un concours. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas de postes supplémentaires et que les emplois qui ne seront plus occupés feront l'objet d'une suppression lors d'un prochain conseil municipal après avis du comité social territorial. Les remarques, les observations, il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Comité social territorial commun. La présente délibération a pour objectif d'entériner la création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS. Cette instance de dialogue social avait été mise en place en 2022 en remplacement du comité technique et du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, communément appelé CHSCT. Il convient de la renouveler dans la perspective des élections professionnelles qui se tiendront en décembre prochain. Le nombre de représentants titulaires sera fixé à 4, avec un nombre de suppléants équivalent. Il est également proposé d'instaurer le paritarisme en fixant un nombre équivalent de représentants de la collectivité et de représentants du personnel. Les représentants du personnel ont émis un avis favorable à ces principes. Et les remarques aux observations, je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 3, nettoyage des filets de la baie, convention de mise à disposition d'agents au profit de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit de conclure une convention entre la commune de Saint-Jean-de-Luz afin de mettre à disposition un agent de Cibourg auprès des services de Saint-Jean-de-Luz pour assurer le nettoyage des filets tout au long de la saison estivale et un agent pour la mise en place et l'enlèvement des filets en début et en fin de saison. Ce mode de fonctionnement est en place depuis 3 ans et fonctionne très bien. Aussi, pas de remarques ni d'observations. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 4, fonctionnement du club de plage d'Olibanais. Convention, toujours avec la commune de Saint-Jean. Cette délibération a pour objectif de renouveler le partenariat entre les 2 communes de Cibourg et Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du club de plage d'Olibanais, en mettant en place un dossier d'inscription commun et en prévoyant que les animateurs saisonniers signeront un contrat de travail avec la mairie de Saint-Jean-de-Luz, après avoir été, pour 4 d'entre eux, choisis par la commune de Cibourg. 24 places par mois sont réservées à des enfants cibouriens. Là aussi, une reconduction d'une convention des années. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas moyen d'augmenter ce nombre? J'imagine de 24, nombre d'enfants, des 24 enfants cibouriens. C'est tout. On est bien entendu d'accord avec tout ça, mais si on pouvait l'augmenter, je pense que ça rendrait bien service. Apparemment, on n'a pas tant besoin. Il n'y a pas de demande non plus supplémentaire, ce qu'on me dit. Moi, je vous propose à la fin. Il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas de place? Ou est-ce qu'il y a... Il y aurait des demandes, il y aurait des enfants sur liste d'attente. Je pense qu'on serait informé par les services. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'attendre la fin de cet été-là. Et si en l'occurrence, on voit qu'il y a des enfants sur liste d'attente, eh bien, que l'on anticipe la renégociation pour l'année prochaine. Oui, je vous en prie. Ce nombre de 24, il est absolument rigide, ou si par exemple Saint-Jean a moins d'enfants que les 156, est-ce
Est-ce qu'on peut mettre davantage de Cibouriens? On fonctionne en bonne intelligence, c'est-à-dire il n'y a aucun intérêt pour personne qu'il y ait des places libres. C'est-à-dire si on calibre, si le club de plage est calibré pour 100 enfants, l'idée c'est qu'il y en ait 100. Parce que tourner à vide, ça n'a aucun intérêt. Et dans l'autre sens aussi, s'il y a moins d'enfants cibouriens, ben, Ok, on est ouvert et on accepte les Lusiens. bon, très bien. Et on me précise que à Saint-Jean, ils prennent les Lusiens ainsi que les enfants scolarisés à Saint-Jean. Donc il y a aussi des Cibouriens qui rentrent par la porte lusienne au club de plage. Voilà pour les précisions. Mais on peut très bien faire un bilan en fin de saison pour voir s'il faut recalibrer tout ça. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté à l'unanimité. On passe au chapitre 4, culture, patrimoine, vie associative et sport. Donc, subvention aux associations 2026. Donc, il vous est proposé d'octroyer un montant de 134 115 € de subvention aux associations. Il faut savoir que cette année, on a reçu 83 dossiers, donc 10 nouveaux dossiers sur la période de dépôt des dossiers entre mi-novembre et mi-janvier. Tous les dossiers donc, ont été étudiés par nos services et donc on vous propose en tout cas ce vote ce soir. Des remarques ou des observations par rapport à cette délibération d'octroi de subventions aux associations de Cibourg? Oui, monsieur. Juste une demande. Vous nous avez fourni un fichier où on avait les critères d'attribution avec des points. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir il doit y avoir un fichier Excel avec les scores des différentes associations. Si ça peut être transmis par la suite, ce serait très bien. Non. Parce que, enfin, je dis non, c'est pas un enferme, mais sachez qu'en temps normal, les élus qui siégeaient à la commission sur le mandat précédent le savent bien. Logiquement, et si nous avions désigné les commissions lors du précédent conseil municipal, nous aurions eu une commission qui aurait permis en fait de présenter aux membres de la commission l'entièreté des dossiers, les modalités d'études et donc les montants qui sont proposés. En temps normal et en règle normale, c'est comme ça que ça se passe. Donc cette année, du fait du décalage du vote des commissions, on n'a malheureusement pas pu le faire, mais on s'y astreint chaque année. Après, si vous avez des questions spécifiques sur des dossiers, on y répondra. Mais en tout cas, tous les dossiers sont présentés et ça se fait d'un commun accord entre les élus de la commission. Donc ce sera le cas dans le futur. Oui, tout est présenté. Les élus ont accès à l'entièreté des documents et des dossiers qui sont remplis avec tous les critères. Ça aussi, c'est une ouverture. On avait mis en place à partir de, peut-être pas 2020, mais 2021, c'était de traiter les dossiers en commission, parce que jusqu'à l'époque, on ne traitait pas en commission et on ne connaissait pas les raisons des montants des uns et des autres. Et en 6 ans, ou à 5 ans plutôt, ça a très bien fonctionné. Et donc, je pense qu'à chaque fois, ça a été décidé à l'unanimité des membres de la commission. Je ne dis pas de bêtises. C'est décidé à l'unanimité et il faut savoir que le travail qui a été mené en 2022 nous a valu aussi des appels d'autres communes, Bayonne, Anglette, Boucau, Urugne et d'autres, qui voulaient savoir un petit peu comment on avait procédé, en sachant qu'on le précise, et l'occasion m'est donnée de le préciser, les critères qui ont été mis en place sont des critères incitatifs et aucunement des malus. Donc c'est vraiment des critères pour inciter la pratique du sport féminin, pour favoriser l'inclusion du handicap, pour inciter notamment des pratiques de développement durable. C'est uniquement de l'incitation, mais pas de malus. Donc avant de passer au vote, s'il y a des membres de ce conseil municipal qui siègent dans des bureaux, des associations qui sont ici, seulement bureaux, pas membres. Voilà, personne. Oui. Pas simplement adhérent, simple adhérent, ça va. Non mais tu peux rester. Voilà, ne participe pas au vote, mais d'accord. Hein. Donc c'est pour quelle association? Déjà la salle paroissiale, l'association Saint-Vincent. La Ravinia, il n'y a pas de. Il n'y a pas de tributaire? Je suis seulement là. Et après,
Rugby. Non. Non, Non. que la salle paroissiale en tant que président. Mais l'association Saint-Vincent ne perçoit pas de subvention. Non, non, pas à ce titre. Non, d'accord, le rugby. Le rugby. Rugby alors. Allez, rugby. Françoise Duvert ne participe pas au vote pour le vote de la subvention du rugby. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et on passe au chapitre 5, éducation, enfance et jeunesse. Premier point, soutien financier au lycée maritime. Nous vous proposons par cette délibération d'octroyer une aide d'un montant de 550 € au lycée maritime de Cibourg afin de renforcer le budget dédié à l'activité des jeunes de l'établissement. Alors ça aussi, quand on est arrivé, nos voisins lusiens attribuaient une aide au lycée maritime et pas la commune au lycée maritime de Cibourg et pas la commune de Cibourg. Donc là aussi, par souci d'équité, et puis parce qu'on est aussi quand même un peu content d'avoir un lycée maritime sur notre commune, nous avons donc convenu de nous aussi octroyer une aide financière aux jeunes du lycée. On passe au vote. S'il n'y a pas de remarques, C'est faible, c'est tout. Oui. C'est faible, c'est la seule remarque. Oui, on est d'accord, elle est faible, elle est plutôt symbolique. Bonne chose, je rappelle, on parle d'un lycée, on est hors compétence directe de la commune, c'est une compétence régionale. Voilà, on avait rajouté ça parce que Saint-Jean contribuait, et il était logique, et encore plus logique que Saint-Jean, que la ville de Cibourg aussi, contribuait au lycée maritime de Cibourg. Après, l'aide qu'on apporte au lycée maritime est de notre ordre que d'ordre financier. C'est-à-dire qu'il y a des facilités, des aides techniques aussi, de prêt de matériel, de communication aussi. Invitation. Voilà. Et l'association des galériens, qui est l'association des élèves du lycée maritime, qui reçoit aussi une subvention de la ville de Cibourg. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. Participation financière aux accueils de mineurs à Oudalekou. Il s'agit par cette délibération de prévoir la participation de la commune aux accueils collectifs de loisirs immersifs proposés par Oudalekou. Il vous est proposé d'acter une participation pour les enfants cibouriens ayant été accueillis par Oudalekou lorsque la commune ne proposait pas d'accueil similaire et de fixer la participation à 25 € par journée d'accueil. Pour 2025, cela représente un coût de 400 €, soit 16 journées. 4 familles sont concernées pour 4 enfants. Pas de remarques ni d'observation. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Chapitre 6, urbanisme, travaux et ports. Non, c'est encore. Excuse-moi. Je suis allé trop vite. Point 3, constitution d'un groupement de commandes pour l'élaboration de la Convention territoriale globale, CTG, 2027-2030 du pôle territorial Sud Pays Basque. La Convention territoriale globale, CTG, conclue avec la Caisse d'allocation familiale étant arrivée à échéance, une nouvelle CTG doit être élaborée pour la période 2027-2030. Cette nouvelle démarche s'inscrit dans un périmètre élargi à l'échelle du pôle Sud Pays Basque, regroupant 12 communes. La rédaction de cette nouvelle CTG nécessite au préalable l'évaluation de la précédente convention ainsi qu'un diagnostic territorial partagé permettant d'identifier les ressources, besoins et enjeux du territoire. Ces travaux devant être menés à l'échelle supracommunale, les communes concernées ont souhaité mutualiser leurs moyens en constituant un groupement de commandes. La commune de Cibourg assurera la fonction de coordinateur du groupement. Il convient de valider la constitution de ce groupement de commandes par délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. On est tous d'accord? Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et là, on passe au chapitre 6, urbanisme, travaux et ports. Premier point, convention de remise de voirie rétablie avec la société autoroute du sud de la France, ASF, sur l'autoroute A63. Le rapporteur est M. Lehmann. Par cette délibération, nous vous proposons de signer avec les autoroutes du sud de la France une convention de remise de voirie. Il s'agit d'une régularisation. La convention prévoit que la portion de voirie remise soit incorporée dans le domaine public communal. Ça aussi, c'est assez régulier comme délibération.
On passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. On passe au point 2. Convention de groupement en vue de la coordination de la collecte pour recyclage des déchets d'emballage ménagers issus de la consommation hors foyer avec CTE Adel. Voilà, c'est très technique pour quelque chose de très simple. Le rapporteur est M. Billotte. Garonne, par délibération en date du 25 septembre 2025, le conseil municipal a approuvé le principe que Cibourg participe à un groupement de commandes constitué par la communauté d'agglomération afin de répondre à un appel de projet lancé par Citeo pour le tri hors foyer. Le dossier de l'agglomération ayant été retenu, il convient d'approuver la convention avec Citeo pour pouvoir bénéficier de financements pour les actions qui seront menées par la commune en la matière. Oui, le jargon est très administratif et très imbuvable. C'est quoi un contrat hors foyer? C'est des déchets. Les déchets. Des déchets, c'est-à-dire un papier qui traîne ici et là. Dans la commune? Dans la rue, oui. Ouais, c'est-à-dire, voilà. C'est un jargon très administratif, très pompeux pour quelque chose de très simple, c'est-à-dire cette société va nous aider à financer l'installation de corbeilles, etc. On avait fait le même système, c'était avec Alcom, c'était pour les mégots. Voilà, c'est une logique c'est les industriels qui payent à des organismes qui restituent une partie de cet argent en différentes collectivités. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui compte, et c'est approuvé. On passe au point 3, convention de servitude au profit de la société électricité réseau distribution France ERDS sur la parcelle cadastrée section AD 429-6 chemin Chagardy-Cobidéa, rapporteur M. Lehmann. Nous vous proposons d'autoriser la constitution d'une servitude au profit de RDF sur une parcelle située chemin Chagardy-Cobidéa. Pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Une convention, point 4, de servitude au profit de la société Enedis sur les parcelles cadastrées section AO 68-97 et 127-6 avenue Jean Poulou. Nous vous proposons d'autoriser la constitution d'une service au profit d'Enedis sur des parcelles situées sur le stade Jean Poulou. Je n'ai pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et on passe au dernier point de l'ordre du jour. Point 5, rectification de la délibération numéro 63-2025 autorisant la cession de la portion de la voie communale 6 au numéro 1 avenue du Golfe et supportant l'escalier d'accès à la résidence des Grines de la Nivelle. Par délibération 63 du 25 septembre 2025, le conseil municipal a autorisé la cession à Mme Aspirose et M. Escoura d'une partie de parcelle communale cadastrée section AM 224 sur laquelle a été construit l'escalier menant au local commercial dont ils sont propriétaires au sein de la résidence des Grines de la Nivelle pour une superficie de 4 mètres carrés. Dans le texte adopté par le conseil municipal, une erreur matérielle de rédaction s'est glissée dans l'avant-dernière phrase de la délib où il est indiqué que la commune cède l'escalier et les jardinières. Or, la cession et le déclassement portaient exclusivement sur l'escalier, les jardinières n'étant en aucun cas concernées et restant propriété de la commune. Il fonctionne d'alors de prendre des délibérations rectificatives afin d'entériner formellement cette correction. Allez, je pense qu'il n'y a pas de remarques. On va voter à l'unanimité cette correction de cette grave erreur administrative. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Je lève cette séance et je vous remercie de ce débat.